Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge vraiment dans les coulisses, dans la salle des machines d'une blockchain de première couche, une L1. On va s'appuyer sur un entretien qui est passionnant avec Hong Shao, qui est l'un des développeurs core d'Alephium, pour comprendre ce que ça veut dire au quotidien de construire et de sécuriser une infrastructure pareille. Vraiment loin de l'agitation des marchés. Oui, parce qu'on s'imagine souvent que c'est juste du code, mais en fait, C'est ça, le code, c'est presque la partie émergée de l'iceberg. Le vrai défi, c'est l'architecture, c'est de penser à l'expérience des autres développeurs qui vont construire là-dessus. Et puis par-dessus tout, il y a cette obsession quasi maladive pour la sécurité. On va essayer de décortiquer un peu les différentes casquettes qu'un développeur comme lui doit porter. Et on entre tout de suite, je pense, dans le cœur du sujet, avec une tension qui va nous suivre tout au long de la discussion, c'est l'équilibre. l'équilibre permanent entre, d'un côté, l'innovation, vouloir créer des fonctionnalités toujours plus puissantes, plus complexes, et de l'autre, la robustesse. Et ça nous amène à un principe qui peut sembler contre-intuitif, mais qui est absolument clé en sécurité, et ça va être le fil rouge de notre analyse, garder l'essentiel. Où les failles peuvent se cacher. Moins de surface d'attaque, quoi, j'aime beaucoup l'analogie qu'il utilise d'ailleurs. Il parle de la blockchain L1 comme d'une grosse bête. A pretty big beast. Ce n'est pas un projet monolithique. Alors, concrètement, ça ressemble à quoi de dompter cette bête au quotidien? C'est une image parfaite, parce que ça montre vraiment l'ampleur de la tâche. Ce qui est fascinant, c'est qu'un développeur core n'est pas juste un codeur, tu vois. C'est un véritable jongleur. Il doit être à la fois l'architecte du moteur principal, le chef de produit pour les outils des autres développeurs et l'administrateur système pour toute l'infra. Ah oui, quand même. N'importe lequel de ces rôles serait déjà un travail à plein temps. Exactement. Et lui doit gérer les trois en même temps. D'accord. Alors, si on décompose un peu, le premier rôle, l'architecte du moteur, c'est ce qu'on appelle le nœud complet. C'est ça. Le nœud complet, c'est le cœur du réacteur. C'est le logiciel que les gens installent sur leur machine pour faire tourner le réseau. Ça comprend la couche de communication entre les ordinateurs, la machine virtuelle qui exécute les contrats, le langage de programmation. Et le point qui est crucial ici, c'est qu'ils ont décidé de tout construire eux-mêmes à partir de zéro, y compris des mécanismes très complexes comme le sharding, qui permet de diviser la charge de travail du réseau. C'est un défi technique colossal. D'accord. Donc ça, c'est le premier pilier. On a ce moteur ultra complexe. Mais un moteur aussi puissant soit-il, il ne sert à rien si personne ne construit de voiture autour. C'est là qu'intervient le deuxième rôle, celui de chef de produit pour les autres développeurs. C'est tout à fait ça. L'expérience développeur. La DevX. Une blockchain, elle n'a de la valeur que si une communauté de développeurs s'en empare pour créer des applications. Donc une part immense du travail, c'est de leur mâcher le travail. Créer le kit de développement, le fameux SDK, des portefeuilles numériques qui soient simples à utiliser. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui illustre ça à la perfection. Il parle de manger sa propre nourriture pour chien. L'expression est un peu crue, mais l'idée est claire. L'expression est brute, oui, mais la stratégie est brillante. Au tout début, quand il n'y avait ni utilisateur ni développeur externe, l'équipe est devenue son propre premier client. Ils se sont forcés à construire les premières applications eux-mêmes, un échange décentralisé, une place de marché pour les NFT. Ah, c'est malin. En faisant ça, ils se sont confrontés en direct aux problèmes que les futurs développeurs allaient rencontrer. Ça a créé une boucle de rétroaction ultra efficace pour améliorer leurs propres outils. Le SDK, le portefeuille et même leur langage Ralph. C'est incroyablement pragmatique en fait. J'ai vu tellement de projets échouer parce que les fondateurs n'utilisaient même pas leurs propres produits. Eux, ils s'y sont astreints dès le premier jour. Et donc, le troisième pilier, c'est la partie moins visible, un peu la plomberie du système. La partie ennuyeuse mais essentielle, comme il le dit lui-même, c'est l'infrastructure. Gérer les serveurs qui font tourner les explorateurs de blocs, les indexeurs qui permettent de retrouver les informations, toute cette machinerie invisible qui fait que pour l'utilisateur final, tout a l'air simple et fluide. D'accord. Sans ça, même la meilleure application du monde serait juste inutilisable. Donc on a cette bête énorme, avec son moteur, ses outillets et toute son infrastructure. Mais pour l'instant, elle est un peu sur une île isolée. Comment on construit le pont pour la relier au reste du monde sans qu'il explose au premier assaut? Parce que c'est un peu l'histoire qu'on entend en boucle avec les bridges. C'est la question à 1 milliard de dollars, littéralement. Un bridge est vital pour attirer des liquidités des utilisateurs d'écosystèmes plus grands comme Ethereum. Mais c'est aussi, historiquement, le point de fragilité de tout l'édifice. C'est la cible choix numéro 1. Oui, les piratages de bridge, on en a vu des dizaines. Exactement.
Et c'est là qu'on voit leur philosophie de garder l'essentiel se déployer de manière presque paranoïaque. Leur défense est construite en plusieurs couches. Alors, commençons par les fondations. La première couche de cette défense, c'est quoi sans fond? La première couche, c'est un choix d'humilité, je dirais. Plutôt que de vouloir tout réinventer, au risque de commettre des erreurs qui ont déjà été faites ailleurs, ils ont fait autre chose. Ils ont étudié les bases de code des grands bridges qui existent déjà et qui sont open source. Ils ont choisi celle de Wormhole, qui est connue pour sa robustesse et sa qualité, et ils ont construit par-dessus cette fondation déjà éprouvée. D'accord, c'est malin. Ne pas partir d'une page blanche quand on peut s'appuyer sur du solide. Mais j'imagine que ça ne suffit pas, loin de là. La deuxième couche est peut-être la plus intéressante parce qu'elle est propre à leur technologie. C'est le langage lui-même. Un contrat intelligent pour un bridge, c'est un monstre de complexité. Or, leur langage, Ralph, a été spécifiquement conçu pour être extrêmement concis. Et le chiffre qu'il donne est ahurissant. Le code de leur bridge en Ralph fait environ 10% de la taille du code équivalent en Solidity, le langage d'Ethereum. 10%, c'est un chiffre impressionnant. Mais attends, juste pour être sûr, est-ce qu'un code plus court est automatiquement plus sûr? On pourrait se dire qu'une seule ligne de code très dense et complexe peut cacher une faille tout aussi bien que 10 lignes plus simples, non? C'est une excellente question et la réponse est dans le pourquoi. La concision, ce n'est pas le but en soi, c'est la conséquence. Le langage est conçu pour éliminer des catégories entières d'erreurs courantes. Par exemple, il s'appuie sur le modèle UTXO, qui est hérité de Bitcoin. UTXO, c'est un peu technique. Pour simplifier, il faut penser à de la monnaie physique. Pour payer 7 euros avec un billet de 10 euros, vous donnez le billet entier et on vous rend 3 euros de monnaie. Vous ne pouvez pas juste déchirer votre billet pour en créer un de 7 euros. D'accord. Eh bien, ce modèle, par sa structure même, il empêche nativement de créer ou de détruire de la valeur par accident dans une transaction. C'est un type de bug qui a coûté des fortunes sur d'autres systèmes. Ah, je vois. Donc, moins de code. Ici, c'est le résultat de garde-fous qui sont intégrés très en amont. On en revient à notre fil rouge. En gardant l'essentiel, on réduit la surface d'attaque. La simplicité du code n'est pas un but, c'est le symptôme d'une conception plus sécurisée à la base. Je comprends. On a donc une base de code éprouvée, un langage conçu pour la sécurité, mais il reste toujours le maillon faible, l'humain. Absolument. Et ça, c'est la troisième couche de leur défense. Beaucoup des plus grands hacks de bridge n'étaient pas dus à une faille dans le code. Mais à une clé privée perdue ou volée? Exactement. Une gestion catastrophique des clés qui contrôle le pont. Une erreur humaine, une attaque de phishing, un ordinateur portable volé. Et leur solution, ça a été de faire quoi? De prendre une mesure que je qualifierais de radicale. Ils ont conçu le système de telle sorte que même eux, les membres de l'équipe, n'ont pas un accès direct aux clés privées. Comment ça? Le raisonnement est implacable. Si nous-mêmes on ne peut pas y accéder facilement, alors un pirate qui parviendrait à infiltrer nos systèmes ne le pourrait pas non plus. Attends, ça veut dire qu'ils se sont en quelque sorte enfermés eux-mêmes à l'extérieur de leur propre système? C'est exactement ça. Ils se sont retirés la possibilité même de commettre une erreur fatale ou d'être le point d'entrée d'une attaque. C'est le principe de confiance minimale poussé à son paroxysme. Et pour couronner le tout, chaque mise à jour du logiciel du bridge requiert une authentification à 2 facteurs, la fameuse tout est fait. C'est une barrière simple, mais terriblement efficace. Voilà. Donc, si je résume, des fondations solides, un langage ultra concis et sécurisé, et une infrastructure humaine zéro confiance. C'est une véritable forteresse. Maintenant qu'ils ont bâti ça, que construisent-ils à l'intérieur? Maintenant, ils peuvent enfin se reconcentrer sur la complexité. Mais une complexité utile, disons. Leur grand projet actuel, c'est une application Core qui est une forme très avancée d'échange décentralisé, un ECLM DEX. Et là, le défi redevient purement mathématique. Qu'est-ce qui est si compliqué? Mais le concept derrière s'appelle le tick math. Pour donner une analogie, imaginez que vous devez construire le système de tarification pour une compagnie aérienne où chaque siège de chaque avion a un prix unique qui change constamment en fonction de la demande. D'accord. Maintenant, imaginez devoir inventer le modèle mathématique pour ça, à partir de rien, en sachant que la moindre erreur d'arrondi pourrait faire perdre des millions. C'est ce niveau de précision et de complexité qu'ils doivent implémenter dans leur langage pour la toute première fois. C'est un travail d'orfèvre où l'erreur est interdite. Un sacré défi. Et une fois ce monstre mathématique dompté, c'est quoi la prochaine grande étape à l'horizon? Le prochain grand jalon, c'est le native staking. Mais il faut voir ça non pas comme une simple fonctionnalité en plus, mais comme un catalyseur Un catalyseur pour quoi exactement? pour la vitesse. Le staking natif va leur permettre d'explorer des temps de validation des blocs
inférieure à la seconde. C'est quelque chose de physiquement impossible avec leur mécanisme actuel, la preuve de travail, qui est très robuste mais intrinsèquement plus lent. Et qu'est-ce que ça change concrètement de passer de quelques secondes à moins d'une seconde? Ça peut paraître un détail pour beaucoup de gens. Ça change tout. Si on connecte les points, ça débloque la possibilité de construire des catégories entières de nouvelles applications. Des choses qui sont aujourd'hui irréalisables sur la plupart des blockchains parce qu'elles exigent une finalité de transaction quasi instantanée. Comme quoi, par exemple? Pensez à certains types de jeux en ligne, à de la finance à haute fréquence, ou à des réseaux sociaux où chaque like ou chaque interaction est une microtransaction. Une vitesse de transaction sous la seconde, ça change complètement les règles du jeu et le champ des possibles pour les développeurs. C'est fascinant. Donc, si on regarde le chemin parcouru, on est parti de cette grosse bête qui est une L1, on a traversé cette obsession sécuritaire, presque paranoïaque mais vitale, pour construire un pont, pour finalement arriver à cette promesse d'une vitesse qui ouvre des portes totalement nouvelles. Le fil rouge qui relie tout ça, c'est vraiment cette tension, ajouter la complexité pour innover, tout en simplifiant au maximum pour sécuriser. C'est la danse permanente de ce métier, exactement. Et, pour finir, il y a une réflexion qui m'a beaucoup marqué. Il explique que le Web3 a été pour lui une fonction de forçage. Une fonction de forçage. Oui, une sorte de catalyseur intellectuel. Ça l'a forcé à plonger dans des domaines très éloignés de l'informatique pure, l'économie, la théorie de la gouvernance et même la philosophie. Sans ça, dit-il, il ne s'y serait probablement jamais intéressé. On est très loin de l'image du développeur qui passe sa journée le nez dans le code. Très, très loin. Et ça soulève une dernière question un peu provocatrice pour laisser à la réflexion. En construisant ces systèmes financiers et de gouvernance alternatifs à partir de rien, à quel point ces développeurs deviennent-ils inévitablement des économistes et des philosophes? Le code, la technologie, n'est peut-être finalement que le point de départ d'une redéfinition bien plus profonde de ce que signifiaient des concepts comme la confiance, la valeur ou le consensus dans nos sociétés.